L'audit comptable. Rien que le mot, ça peut faire un peu peur. On imagine tout de suite des piles de classeurs, des tableurs Excel à n'en plus finir, bref, un monde de chiffres un peu austère. Mais si on voyait les choses différemment, si on voyait l'auditeur non pas comme un simple comptable, mais plutôt comme un détective. Ah, j'aime beaucoup l'image. Sa mission, ce serait de traquer la vérité dans les comptes d'une entreprise. Et comme tout bon détective, il a sa mallette, une mallette pleine d'outils, de techniques d'investigation. Aujourd'hui, on ouvre cette mallette. Pour nous guider, on va s'appuyer sur une fiche très bien faite du groupe Compta Progresso. Elle s'intitule « Les 8 techniques de collecte d'éléments probants ». Et elle s'inspire directement de la norme NEP 500, une vraie référence. Tout à fait. L'objectif est simple, comprendre comment ce détective financier travaille sur le terrain. Concrètement, comment il fait pour s'assurer que les chiffres ne mentent pas. C'est ce qu'on va décortiquer. C'est exactement ça. Et le point de départ de toute cette enquête, c'est une règle d'or. L'auditeur doit recueillir ce que la norme appelle des éléments probants, suffisants et adéquats. Suffisant et adéquat. Oui. Suffisant, c'est une question de quantité. Il en faut assez. Et adéquat, c'est la qualité, la pertinence. Sans ces preuves, son opinion ne vaut rien, c'est juste un avis. Et cette fiche, justement, nous détaille l'arsenal dont il dispose pour rassembler ces fameuses preuves. Alors allons-y, commençons par le b.a.-ba de n'importe quelle enquête, l'examen des lieux, des pièces à conviction. Notre détective commence par ce qu'il peut voir et toucher, j'imagine. C'est la première étape, oui. La première technique s'appelle l'inspection. Et apparemment, il y a 2 façons de la pratiquer. Tout à fait. L'enquêteur se penche d'abord sur les preuves matérielles. La première facette, c'est l'inspection des enregistrements ou des documents. C'est le travail sur pièce, quoi. D'accord. L'auditeur va éplucher les contrats, les factures, les relevés bancaires, tout ce qui est sur papier ou en numérique. Si une entreprise dit avoir un prêt de 10 millions d'euros, il ne va pas juste noter le chiffre. Non, il va lire le contrat de prêt pour comprendre les clauses, le taux, les échéances. C'est là que tout se cache. C'est le côté papier s'il vous plaît de l'enquête, en quelque sorte. L'analyse des indices. Et la deuxième facette de cette inspection? Alors là, notre détective quitte son bureau. Il va sur le terrain. C'est l'inspection des actifs corporels. Ah, le concret. Exactement. Il va constater physiquement l'existence des choses. Il se déplace dans un entrepôt pour vérifier que le stock qui est au bilan, il est bien là, sur les étagères. Il va dans l'usine pour toucher la nouvelle machine qui a coûté une fortune. On répond à une question toute simple mais fondamentale. Est-ce que ça existe vraiment? Ou c'est juste une ligne dans un fichier? D'accord, donc on inspecte des objets, des documents. Mais la fiche parle juste après d'observation physique. Là, honnêtement, la nuance m'échappe un peu. Dans les 2 cas, il utilise ses yeux, non? C'est quoi la vraie différence? C'est une excellente question, parce que la distinction est essentielle. L'inspection, ça porte sur un objet statique, un document, une machine. L'observation, elle, porte sur un processus, sur une action qui est en train de se faire. Ah oui. L'auditeur devient un spectateur. Il ne touche à rien, il regarde. L'exemple parfait, c'est d'assister à l'inventaire des stocks à la fin de l'année. D'accord. Son but, c'est pas de compter les cartons lui-même, c'est d'observer comment les employés font le comptage. Est-ce qu'ils suivent bien la procédure? Est-ce qu'ils sont rigoureux? Il évalue la fiabilité du processus de l'entreprise. Je vois. Donc dans un cas, il vérifie l'existence d'un indice, et dans l'autre, il vérifie que la méthode pour collecter les indices est fiable. C'est ça. Une fois qu'il a observé tout ça, j'imagine que l'étape suivante, c'est l'interrogatoire. C'est la suite logique, oui. On passe à la demande d'information. Et ça, c'est une technique qu'il utilise tout le temps, du premier au dernier jour. Il pose des questions, il demande des éclaircissements, des explications, il s'adresse aux gens qui savent. Que ce soit en interne, le directeur financier, un commercial, mais aussi à l'extérieur, comme l'avocat de l'entreprise. Ça peut être formel ou informel, hein. Les deux. Ça peut être un entretien très planifié ou juste une question au détour d'un couloir pour clarifier un point. Mais attendez, si notre auditeur est un bon détective, il sait bien que les témoins internes, même s'ils sont de bonne foi, peuvent avoir une vision un peu biaisée. Oui, bien sûr. Se fier uniquement à ce que disent les gens de l'entreprise, c'est pas un peu risqué? Comment il fait pour avoir une version des faits vraiment indépendante? Vous mettez le doigt sur un point absolument crucial. Et c'est là qu'intervient une des techniques les plus puissantes de l'auditeur, la demande de confirmation des tiers. La fameuse circularisation. Exactement, la circularisation. Le principe est redoutablement efficace. Au lieu de demander à l'entreprise, l'auditeur va directement interroger un tiers indépendant.
Il va envoyer une lettre à la banque en demandant « Pouvez-vous me confirmer directement le solde des comptes de mon client au 31 décembre ?» Il peut faire pareil avec un client important ou un fournisseur. Et là, la preuve est beaucoup plus forte, j'imagine. Infiniment plus forte. Et ça nous amène à un principe d'or en audit. Une information obtenue directement d'une source externe indépendante sera toujours plus probante que la même info obtenue en interne. C'est la différence entre le suspect qui vous dit « j'étais chez moi » et son voisin, qui n'a rien à voir avec l'affaire, qui vous confirme l'avoir vu. La crédibilité n'est pas la même. Cette idée de hiérarchie des preuves, elle est fondamentale. D'accord. Donc, notre détective a examiné les lieux, observé, interrogé les témoins, internes et externes. Parfois, il doit juste faire le travail lui-même pour être sûr du résultat, non? C'est là qu'il sort sa calculatrice. C'est exactement ça. On entre dans les techniques où il met la main à la pâte. La plus simple, c'est la vérification d'un calcul. D'accord. Là, il s'agit juste de contrôler l'exactitude arithmétique. Est-ce que la somme sur la facture est correcte? Est-ce que le calcul des amortissements est bien fait? C'est une chasse aux erreurs, volontaires ou non. C'est basique, mais indispensable. Refaire une addition, c'est simple. Mais la technique suivante, la réexécution de contrôle, ça a l'air plus complexe. Refaire un contrôle que l'entreprise a déjà fait, c'est pas un peu redondant? C'est une excellente question. La différence est subtile, mais elle est énorme. Quand on vérifie un calcul, on vérifie un chiffre. Oui. Quand on réexécute un contrôle, on teste un système. Prenons le rapprochement bancaire. Chaque mois, le comptable compare le relevé de la banque avec les comptes de l'entreprise. C'est un contrôle interne clé. D'accord. L'auditeur pourrait juste regarder le document final. Mais en réexécutant le contrôle, il va reprendre le relevé d'un côté, les comptes de l'autre, et il refait tout le rapprochement lui-même de A à Z. Et le but, c'est quoi, Sam? Le but, c'est pas tant de vérifier le chiffre final que de s'assurer que la procédure de contrôle de l'entreprise est solide, qu'elle fonctionne. Si l'auditeur trouve des erreurs que le comptable n'avait pas vues, ça jette un doute sur tout le système de contrôle. C'est beaucoup plus grave qu'une simple erreur de calcul. Ah oui, je comprends mieux. On vérifie pas seulement si la réponse est bonne, on vérifie si la méthode pour la trouver est bonne. C'est plus profond. Tout à fait. Jusqu'ici, on s'est concentré sur des indices très précis. Une facture, un stock. Mais un bon enquêteur doit aussi savoir prendre du recul, non? Pour avoir une vue d'ensemble. C'est le rôle des procédures analytiques. C'est exactement ça. On quitte le niveau du détail pour prendre de la hauteur. On change complètement de perspective. L'auditeur n'examine plus une transaction isolée. Il va analyser les corrélations, les liens logiques entre de grandes masses de données. Des données financières, mais aussi non financières. Le but étant de repérer des anomalies? De repérer des tendances bizarres, des variations anormales, des incohérences qui pourraient cacher une erreur, ou pire. Vous auriez un exemple concret pour que ce soit plus parlant? L'exemple classique, c'est une entreprise de transport. L'auditeur voit que le chiffre d'affaires a augmenté de 20%. Super. Mais en parallèle, il regarde une donnée non financière, les dépenses de carburant, et il voit qu'elles ont diminué de 5%. Ah, Là, une alarme s'allume dans sa tête. Comment c'est possible de rouler 20% de plus pour les clients tout en consommant moins d'essence? Ça n'est pas logique. Ça ne prouve rien, attention. Mais ça met en lumière une zone de risque, une incohérence que le détective va devoir creuser. mais est-ce que ce n'est pas un peu subjectif? Une corrélation qui semble bizarre à un auditeur pourrait être normale pour quelqu'un du secteur. Il peut y avoir une explication, comme des camions plus modernes. C'est une critique pertinente. Le but ici, c'est pas d'apporter une preuve définitive, c'est de poser les bonnes questions, d'orienter l'enquête. C'est un outil de détection de risque. C'est tellement important que c'est obligatoire à deux moments clés. Au tout début, pour planifier la mission et identifier les zones sensibles, et à la toute fin, pour vérifier la cohérence globale des comptes avant de signer. C'est une sorte de test de bon sens à grande échelle. D'accord. La mallette est donc bien remplie. Mais comment savoir quel outil utiliser et quand? J'imagine qu'ils n'ont pas tous la même valeur. Absolument pas. C'est là que le jugement professionnel de l'auditeur intervient. Il y a une hiérarchie très claire des preuves, on l'a déjà un peu dit. Oui. Une preuve collectée directement par l'auditeur, comme quand il inspecte un stock, est plus fiable qu'une preuve créée par l'entreprise. Et une preuve d'une source externe est plus solide qu'une preuve interne. Le détective va toujours chercher la preuve la plus forte. Et que se passe-t-il si une technique est impossible à appliquer? Mettons que l'auditeur n'a pas pu assister à l'inventaire physique des stocks parce qu'il y avait une tempête de neige. Est-ce qu'il met juste une note dans son dossier et puis c'est tout? Question de mettre en œuvre des procédures alternatives. C'est-à-dire,
Il doit trouver un autre moyen d'arriver au même niveau de certitude. Dans votre exemple, il pourrait faire des comptages quelques semaines plus tard et reconstituer le stock à la date de clôture en analysant toutes les entrées et sorties. Il doit trouver un autre chemin. L'absence de preuve n'est pas une option. Un dernier concept pour lier tout ça, le rapport entre ces techniques et ce qu'on appelle les assertions. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est le pourquoi de chaque technique. Une assertion, en gros, c'est une affirmation que fait la direction à travers ses comptes. D'accord. Quand elle écrit stocks, 2 millions d'euros au bilan, elle affirme plusieurs choses. Que ces stocks existent vraiment, c'est l'assertion d'existence. Que la liste est complète, qu'on n'a rien oublié, c'est l'exhaustivité, et ainsi de suite. Et chaque technique vérifie une assertion particulière. Exactement. L'inspection physique du stock, ça va surtout tester l'existence. La confirmation auprès des fournisseurs, ça peut aider à tester l'exhaustivité des dettes. On ne choisit pas un outil au hasard, on le choisit parce qu'il répond à une question précise, à une affirmation précise qu'on veut vérifier. Donc en résumé, ces 8 techniques, c'est bien plus qu'une simple liste à cocher. C'est une palette d'outils que notre détective doit combiner de manière intelligente en fonction des risques, du contexte. C'est la synthèse parfaite. Du terrain à l'analyse de données, le but est toujours le même: collecter des preuves solides pour se forger une opinion. C'est exactement ça. Le talent d'un bon auditeur, ce n'est pas d'appliquer ces 8 techniques bêtement. C'est son jugement. C'est savoir laquelle utiliser, quand et comment les combiner. Un auditeur expérimenté va repérer une incohérence avec une procédure analytique. Il va poser des questions et il va valider son hypothèse en allant inspecter les documents. C'est cet enchaînement qui transforme un simple contrôle en une véritable enquête. Ces techniques ont fait leurs preuves, mais, et c'est la pensée sur laquelle j'aimerais qu'on se quitte, est-ce que cette mallette du détective est prête pour le futur? C'est toute la question. À l'heure où les factures sont dématérialisées, où les actifs les plus précieux peuvent être des algorithmes ou des crypto-monnaies, et où une intelligence artificielle peut analyser des millions de transactions en une seconde, comment ces techniques classiques d'inspection physique ou d'observation doivent-elles évoluer? Finalement, à quoi ressemblera la mallette du détective financier de demain?